Je m'appelle Madeleine Moreau, j'ai 77 ans, et ce soir-là je me préparais pour un dîner de famille. J'étais debout devant le miroir de ma chambre, en train de lisser les plis de ma robe bleu marine. C'est ma robe de service, celle que je mets toujours quand je vais chez mon fils. Assez simple pour ne pas gêner ma belle-fille, assez correcte pour ne pas avoir l'air négligé. À mon âge, je ne cherche plus à être à la mode, mais je tiens encore à être propre, bien habillée, comme on m'a appris. Je suis passée dans le salon. Partout, il y avait des morceaux de ma vie. Sur le buffet, une photo de moi avec André, mon mari, le jour de nos noces d'or, 50 ans de mariage, des rides, des cheveux blancs, mais un vrai sourire. À côté, un cadre où l'on voit Thomas, notre fils, tout petit, avec un poisson à la main, fier comme un roi. Plus loin, Hugo et Léa, mes petits-enfants, en tenue de cérémonie pour leur remise de diplôme. Je me suis arrêtée devant ces photos. Autrefois, on se voyait tout le temps. Les dimanches midi, les anniversaires, les vacances. La maison était pleine de voix, de rires, de disputes parfois, mais on était ensemble. Maintenant, je regardais ces mêmes visages derrière le verre des cadres. Et je sentais bien que quelque chose s'était refroidi. Eux avaient continué leur vie. Moi, j'étais restée là, dans ce salon, avec mes souvenirs. Mon téléphone a vibré sur la table basse. J'ai pris mes lunettes, je les ai remises sur mon nez, et j'ai regardé l'écran. Un message de Thomas. Je l'ai ouvert en me disant qu'il voulait peut-être préciser l'heure, ou proposer de venir me chercher. Maman, désolée, on va décaler le dîner. Isabelle organise un repas avec des collègues ce soir. On report error. J'ai relu le message 2 fois. On report error. Sans date, sans proposition, juste plus tard. Avant que j'aie le temps de répondre, un deuxième message est arrivé. Toujours de Thomas. Tu n'es pas invité ce soir. Isabelle ne veut pas que tu viennes. Je suis restée immobile, le téléphone dans la main. Tu n'es pas invité. Isabelle ne veut pas que tu viennes. C'était bien le numéro de mon fils. Mais les mots ressemblaient à ceux d'un étranger. En une seule phrase, je me suis sentie mise à la porte de la famille que j'avais pourtant passé ma vie à construire. Mon regard a glissé, sans vraiment le vouloir, vers la table basse. Là, posé à côté de ma tasse de thé vide, il y avait un dépliant immobilier que Thomas m'avait laissé la dernière fois. Sur la couverture, une grande photo de maison moderne alignée le long d'une rivière, pelouse parfaite, terrasse en bois. En haut, en lettres dorées, résidence les rives de la Marne, maison familiale de standing. L'heure, nouvelle maison. Je me suis souvenu du jour où nous étions allés à la banque. Tous les deux, pour signer l'apport. Nous étions assis côte à côte devant la conseillère. Elle avait regardé l'écran, puis moi, avec un léger froncement de sourcils. Madame Moreau, vous confirmez bien le virement de 120 000 € vers le compte de votre fils ? C'est une somme importante. J'avais hoché la tête, sans hésiter. Oui. Mon mari m'a laissé de quoi voir venir. Je veux que Thomas et les enfants soient bien installés. Thomas m'avait serré la main sous le bureau. Maman, tu ne peux pas savoir ce que ça représente pour nous. Et puis, tu sais, il y aura toujours une chambre pour toi, là-bas. Ce sera aussi chez toi. Chez toi. Depuis ce jour-là, il y avait eu d'autres coups de pouce. Une grosse aide pour la voiture familiale, plus sûre pour transporter Hugo et Léa. La participation aux frais de scolarité de Hugo dans une école spécialisée. De l'argent pour le gros des travaux dans la cuisine. Nouveaux meubles, électroménagers, carrelage. Des assurances, des soins chez le dentiste. Un crédit qu'il n'arrivait plus à rembourser. À chaque fois, c'était pour le bien de la famille. À chaque fois, j'avais signé en me disant « C'est normal, c'est pour eux. Tant qu'ils sont bien, moi, ça me suffit. » Et maintenant, dans cette même maison pour laquelle j'avais vidé une grande partie de mes économies. On emigrate. Tu n'es pas invité. Isabelle ne veut pas que tu viennes. Je regardais le dépliant brillant, les terrasses au soleil,
les enfants qui jouent sur la pelouse. Et une seule phrase tournait dans ma tête. J'ai payé pour qu'ils aient une belle vie. Et je ne suis même pas la bienvenue à leur table. Je me suis levée lentement du fauteuil, comme si mes jambes étaient tout à coup plus lourdes. Je suis allée jusqu'au petit bureau, en bois, dans le coin du salon. Le tiroir du haut glissait un peu mal, je le connais par cœur. À l'intérieur, tout est rangé en dossiers transparents, avec des étiquettes. Impôts, santé, épargne. Et, tout au fond, le plus épais. Thomas. Je l'ai sorti, je l'ai posé sur le bureau et je l'ai ouvert. Les feuilles se sont mises à parler pour lui. Un chèque de 20 000 € pour un projet d'entreprise de Thomas. Un petit commerce en ligne qu'il a abandonné au bout de 6 mois. Une série de virements pour les formations d'Isabelle. Des séminaires, des masterclass, des coachings pour sa carrière d'agent immobilier. Des factures de travaux. Réfection du toit de leur ancienne maison. Réaménagement de la salle de bain. Peinture des chambres des enfants. Des remboursements de soins. Un spécialiste pour le dos de Thomas. Un orthodontiste hors de prix pour Hugo. Et encore des frais de scolarité. Des acomptes pour des colonies de vacances. Des billets de train, des assurances. Page après page. Je voyais noir sur blanc tout ce que j'avais payé sans discuter. Toujours pour les aider. Toujours, temporairement. Toujours en me disant que c'était ça, être une bonne mère, une bonne grand-mère. Et là, devant cette pile de preuves, une idée simple m'a traversé l'esprit. Depuis des années, je n'étais plus vraiment Madeleine. J'étais juste le portefeuille de Madeleine. Mon téléphone a vibré. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était encore Thomas. Mais non. Un message de Léa. Mamie, tu viens ce soir? J'ai trop hâte de te voir. Je suis restée le doigt suspendu au-dessus de l'écran. Elle ne savait même pas que, pour ce soir, on avait décidé que je n'existais plus. J'ai tapé lentement sur le clavier. Makerie. Tes parents ont décidé qu'il valait mieux que je reste à la maison, ce soir. J'ai hésité une seconde à ajouter quelque chose. Puis j'ai effacé le reste. À quoi bon lui raconter, à elle, ce que même son père n'osait pas dire en face? Message envoyé. Je suis resté un moment, le téléphone dans une main, le dossier de Thomas ouvert devant moi. Et d'un coup, tout s'est aligné. Ce n'était pas la première fois que je me sentais de trop. Pas la première fois que les invitations semblaient plus polies que sincères. Pas la première fois que j'avais l'impression qu'on m'appelait plus souvent quand une facture arrivait que quand tout allait bien. Pendant des années, j'ai cru que si je donnais assez, si je payais assez, si j'aidais assez, alors on me garderait une place. On me respectorate. On emmerate. En réalité, je n'avais pas acheté leur respect. J'avais simplement loué leur attention. Et le bail venait, visiblement, d'expirer. J'ai reposé le téléphone sur le bureau. Puis je l'ai repris aussitôt. Dans mes contacts, j'ai cherché « banque ». J'ai appuyé sur le numéro. « Bonjour, Banque nationale, que puis-je pour vous ?» a répondu une voix de femme. « Bonjour », et je dis calmement. « Ici, Madeleine Moreau. J'aimerais parler à quelqu'un au sujet de mes virements permanents et d'une procuration que j'ai donnée à mon fils, Thomas Moreau. » On m'a transféré vers une conseillère. Après les questions d'usage pour vérifier mon identité, elle a demandé « Que souhaitez-vous faire, Madame Moreau ?» J'ai regardé une dernière fois le dossier étalé devant moi. Je veux arrêter tous les prélèvements et virements automatiques liés à ma famille, et je répondis « Tous, sans exception. Et je veux annuler immédiatement la procuration que j'ai donnée à mon fils sur mes comptes. » Il y a eu un petit silence au bout du fil. Tous les virements? Vous en avez un certain nombre, madame. Oui, et je confirmais. Justment. Arrêtez-les. Dès maintenant. Et pour la procuration, préparez les documents. Je viendrai, signer en agence, demain.
La conseillère a tapé quelque chose sur son clavier, puis a soufflé doucement. Très bien, Madame Moreau. Je vois ici 174 opérations régulières. Prelevements, virements permanents, payments programs. 174. Je me suis accroché au bord du bureau. Vous confirmez que vous souhaitez tout suspendre? Oui, et je répondu. Tout. Et je passerai demain pour signer ce qu'il faut pour la procuration. D'accord, madame. Je viens de mettre l'ensemble des virements et prélèvements en pause temporaire. Rien ne partira plus de vos comptes tant que vous n'aurez pas confirmé en agence. J'ai remercié, j'ai raccroché. 174. Je n'avais jamais mis de chiffre exact sur tout ce que je donnais. Je l'avais fait, sans compter, littéralement. Je suis restée assise dans le fauteuil. Le téléphone posé sur mes genoux. Les mains un peu tremblantes. Mais, à l'intérieur, c'était calme. Pour la première fois depuis des années. Je venais de prendre une décision, qui n'était pas dictée par la peur de décevoir, ni par la culpabilité, ni par le chantage affectif. Une décision, pour moi. J'ai rallumé l'écran du téléphone. J'ai ouvert la conversation avec Thomas. Je n'ai pas relu ses messages. J'ai simplement tapé. À partir d'aujourd'hui, vous réglerez tout vous-même. Bon courage. J'ai appuyé sur Envoyer. Puis j'ai éteint le téléphone. Je me suis levée. Je suis retournée dans ma chambre. J'ai défait la fermeture de ma robe bleu marine. Je l'ai accrochée à sa place dans l'armoire. Et j'ai enfilé mon peignoir de maison. Pas de dîner, pas de route, pas de conversation forcée autour d'une table où je n'étais pas la bienvenue. J'ai mis de l'eau à chauffer pour une tisane. J'ai sorti un vieux livre que je remettais toujours à plus tard. Et je me suis installée dans mon fauteuil, dans le silence de mon salon. Ce soir-là, pour la première fois depuis très longtemps, je n'ai rien fait pour être la bonne mère ou la bonne grand-mère. J'ai juste été, Madeleine, chez elle, en paix. Le lendemain matin, je me suis réveillée, avant le réveil. Je me suis habillée simplement, j'ai pris mon dossier de papier et je suis sortie. Le ciel était clair, l'air frais. En marchant vers l'agence bancaire, je me suis surprise à penser. Aujourd'hui, je récupère quelque chose qui m'appartient. À la banque, on m'a fait patienter quelques minutes, puis on m'a conduite dans le petit bureau au fond du couloir. Derrière le bureau, il y avait Madame Lefebvre, ma conseillère depuis presque 30 ans. Elle m'a vu entrer, a enlevé ses lunettes, a esquissé un sourire étonné. Madeline. Ça fait longtemps. Asseyez-vous. J'ai vu votre dossier. Vous êtes sûre de ce que vous voulez faire? Je me suis assise, j'ai posé mon sac à côté de moi. Oui, et je répondu. Je veux annuler définitivement tous les virements et prélèvements automatiques que vous avez suspendus hier. Et je veux retirer à Thomas tout accès à mes comptes. Plus de procuration. Plus rien. Elle m'a regardé un instant, puis a hoché la tête sans discuter. Très bien. Dans ce cas, je vais préparer les documents. Il faudra les signer ici, et nous enverrons une notification à tous les organismes concernés. Elle a tapé longtemps sur son clavier, puis a imprimé une épaisse liasse de feuilles. Voici, a-t-elle dit en me tendant une chemise. C'est la liste de toutes les opérations régulières de ces dernières années. Regardez-la pendant que je finalise l'annulation de la procuration. J'ai ouvert la chemise. Lignes et colonnes, les unes sous les autres. Prélèvement, crédit immobilier, résidence les Rives de la Marne. Virement permanent, école privée Hugo. Assurance voiture, Isabelle. Cotisation, club de sport, cours particuliers, soins dentaires, frais de dossier, remboursement de prêt. Chaque ligne était un tu peux nous aider. Un on ne s'en sort pas ce mois-ci. Un tu comprends, c'est pour les enfants. Je n'avais jamais vu tout ça rassemblé au même endroit. Je feuilletais les pages. Et je voyais, des années entières, de ma retraite, partir en petites sommes pour les autres.
Madame Lefebvre a posé devant moi 2 derniers formulaires. Ici, a-t-elle expliqué. Vous signez pour l'arrêt définitif des virements et prélèvements automatiques. Et là, c'est la révocation officielle de la procuration donnée à votre fils. J'ai pris le stylo. J'ai signé une première fois, puis une deuxième. Pas de tremblement. Pas d'hésitation. Je n'étais plus seulement en train de couper des paiements. Je coupais une habitude, celle de me considérer comme un portefeuille à disposition. Quand j'ai relevé la tête, Madame Lefebvre m'observait avec douceur. Vous savez, Madeleine, a-t-elle dit. Je vous ai rarement vu aussi assurée. Je lui ai souri. C'est que, pour une fois, ai-je répondu, je ne signe pas pour sauver quelqu'un d'autre. Je signe pour me sauver, moi. En sortant de la banque, je n'ai pas pris le chemin de la maison. J'ai tourné à droite, vers un autre bureau que je connais bien. Celui de Maître Dubois, notre avocat de famille depuis l'époque d'André. Il m'a accueilli avec sa politesse habituelle, un peu surprise de me voir seule. Madeline. Quel plaisir de vous voir. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Je me suis assise, j'ai posé mon dossier devant moi. J'ai besoin de mettre mes papiers en ordre, et je dis sans tourner autour du pot. Je veux modifier mon testament et mettre en place quelque chose pour que personne ne puisse toucher à mes économies sans mon accord. Ni maintenant, ni plus tard. Il a hoché la tête, sérieux. Pendant près d'1 heure, il m'a expliqué, calmement, comment refaire un testament clair. Comment orienter une partie de mes avoirs vers des contrats protégés. Comment prévoir que, de mon vivant, je reste la seule à décider. Et, après ma mort, que Léa soit la principale bénéficiaire. Tout en respectant ce que la loi impose pour Thomas et Hugo. Je l'écoutais, je posais des questions, je signais des brouillons, et, à ma propre surprise, je ne ressentais ni panique, ni doute. Juste une chose. Le besoin, enfin, de me protéger moi, de choisir à qui iront mes efforts d'une vie. Quand je suis sortie du cabinet, je me suis assise un moment sur un banc, devant. J'ai rallumé mon téléphone. L'écran s'est allumé d'un coup. 14 appels manqués de Thomas. 8 d'Isabelle. 3 de Hugo. Des messages, aussi. Des mamans, rappelle-moi. Des c'est urgent. Des que est-ce que tu as fait? J'ai fait défiler la liste. Pas un seul appel, pas un seul message de Léa. Et je savais pourquoi. Elle savait attendre. Que je sois prête à parler. Je n'avais pas envie de rentrer tout de suite. Je suis passée par le supermarché du coin. D'habitude, je fais les courses en pensant à tout le monde. Est-ce que Hugo aime ça? Isabelle préfère telle marque. Thomas mange plutôt ceci. Cette fois-ci, j'ai pris un petit panier. Et je n'y ai mis que ce qui me faisait plaisir à moi. Du bon pain, un morceau de fromage que j'aime depuis toujours, des tomates bien mûres, un petit gâteau au citron pour le dessert. Je n'ai pas pensé une seule seconde à ce que les autres préféraient. C'était étrange et agréable. En arrivant devant chez moi, j'ai vu une silhouette assise sur la marche. Leah. Elle s'est levée d'un bond en me voyant. Mamie. Je t'ai appelé toute la journée. Pourquoi tu ne répondais pas? Parce que j'avais des choses importantes à faire, ma chérie, et je dis en souriant. Viens, aide-moi avec les sacs. Dans la cuisine, elle a posé les courses sur la table, sans quitter mon visage des yeux. Papa est en panique, a-t-elle lâché. Il dit que tu as tout bloqué à la banque, qu'il ne comprend pas ce qui se passe. C'est vrai? J'ai mis l'eau à chauffer pour le thé, j'ai rangé le fromage au frigo. Oui, et je répondu tranquillement. C'est vrai. J'ai arrêté tous les virements. J'en ai assez. Je ne peux plus, ni moralement, ni financièrement. Léa s'est figée. Mais pourquoi maintenant? Que est-ce qui s'est passé? Je me suis tournée vers elle, je l'ai regardée droit dans les yeux. Tu sais, hier soir, ton père m'a écrit pour me dire que le dîner était annulé?
Oui, il m'a dit qu'il reportait, a répondu Léa. Mais il voulait vraiment que tu viennes, toute la semaine il répétait que ta présence était importante. J'ai pris mon téléphone, j'ai rallumé l'écran, j'ai ouvert la conversation avec Thomas. Je lui ai tendu l'appareil. Lis, et je simplement dit. Elle a lu le premier message, puis le deuxième. Je l'ai vu pâlir. Tu n'es pas invité ce soir. Isabelle ne veut pas que tu viennes. Sa main a tremblé légèrement, elle a porté les doigts à sa bouche. Je ne savais pas, a-t-elle murmuré. Je te promets, Mamie, je ne savais pas. C'est horrible. Comment ils ont pu t'écrire ça? Je lui ai repris doucement le téléphone, je l'ai posé sur la table. Quand j'ai reçu ce message, et je dis, j'ai compris une chose. Pendant des années, j'ai tout fait pour eux. Et malgré ça, je ne suis même pas la bienvenue dans la maison que j'ai aidé à payer. Alors j'ai décidé que ça suffisait. Léa avait les larmes aux yeux. Je suis tellement désolée, mamie. Et je te jure que je suis avec toi. Depuis longtemps, je vois bien comment ils te prennent pour acquis. Surtout Isabelle. Je n'ai jamais osé trop parler, mais, là, tu as eu raison. Elle s'est levée, a contourné la table, et m'a serrée dans ses bras. Pour une fois, je ne me suis pas sentie la mamie qui doit t'aider. Mais simplement, une femme que quelqu'un comprend vraiment. Le soir, la maison était redevenue silencieuse. Après le départ de Léa, j'ai rangé les tasses, puis je me suis dirigée vers l'armoire du salon. Tout en bas, sur l'étagère, il y a une vieille boîte où je garde mes albums photos. J'en ai sorti un, au hasard, je me suis installée dans mon fauteuil et j'ai ouvert. Sur la première page, nous étions en pique-nique. André, jeune, en chemise à carreaux. Thomas encore enfant, les joues rondes. Moi en robe d'été, les cheveux au vent. Tout le monde souriait. Plus loin, des photos de Noël, des anniversaires, des vacances à la mer. La table pleine, des bougies, des rires figés sur papier glacé. Je me suis revue courir partout, apporter des plats, recoudre un bouton, consoler un enfant. À l'époque, je ne me posais pas de questions. C'était normal, pour moi, de prendre soin de tout le monde. Je le faisais avec joie. Je tournais les pages. Et, sans savoir exactement quand, j'ai senti que ces souvenirs avaient un goût différent. Je me suis demandé, moi, à quel moment c'est devenu une attente? À quel moment ce qu'on appelait aide est devenu obligation? Quand est-ce que l'amour a commencé à se mesurer en virement bancaire et en chèque? Je n'avais pas de réponse claire. Je savais seulement qu'un jour, imperceptiblement, je n'étais plus vue comme Madeleine, la mère, la grand-mère, mais comme Madeleine, la solution financière. La sonnette de la porte d'entrée a retenti. Je ne m'attendais à personne à cette heure-là. Je me suis levée, je suis allée ouvrir. Sur le seuil, il y avait Monique, mon amie de toujours. Une petite femme vive, avec un panier au bras qui sentait la confiture et le pain frais. Sans un mot, elle m'a prise dans ses bras. Un vrai câlin, long, simple. Sans mais, sans condition. Je t'ai appelé toute la journée, a-t-elle dit en entrant. Tu ne répondais pas, alors je suis venue. Je m'inquiétais. Nous nous sommes installés dans la cuisine. Elle a sorti de son panier un gâteau, un pot de confiture, du fromage. Bon, maintenant tu me racontes, a-t-elle dit en posant sa main sur la mienne. Que est-ce qui se passe avec Thomas? Alors j'ai tout raconté. Le message, tu n'es pas invité. La maison que j'avais aidé à payer. Les virements arrêtés, la procuration annulée. Léa, la banque, l'avocat. Monique m'écoutait sans m'interrompre, en hochant parfois la tête, en fronçant les sourcils quand il le fallait. Quand j'ai terminé, elle a soufflé. Madeleine, je vais être honnête. Ça fait des années que je vois comment il profite de toi. Combien de fois j'ai eu envie de te dire, réveille-toi, arrête de tout leur payer. Mais je savais que si je te le disais trop tôt, tu ne m'écouterais pas. Elle a serré un peu plus fort ma main. Je suis soulagée que tu aies enfin ouvert les yeux. Ce que tu as fait, là, ce n'est pas de la méchanceté.
C'est juste que tu as arrêté de te laisser utiliser. J'ai senti quelque chose se détendre en moi. Pour la première fois depuis longtemps. Je n'avais pas à me justifier, pas à expliquer pourquoi je donnais moins, pourquoi je disais non. J'étais juste une femme assise à sa table, avec une amie qui comprenait. Que dire « stop » n'a rien à voir avec ne plus aimer. Les jours suivants, le téléphone n'a presque pas cessé de vibrer. Appel de Thomas, message d'Isabelle, parfois même de Hugo. Maman, rappelle-moi, c'est important. Madeleine, vous ne pouvez pas faire ça comme ça. Mamie, qu'est-ce qui se passe? Je regardais l'écran s'allumer, s'éteindre. Je laissais tout sonner dans le vide. Je n'avais plus. Elle est restée plantée là, dans l'entrée, la boîte de gâteau toujours à la main, les yeux brillants d'une colère froide. Tu crois que tu peux vivre comme ça longtemps? A-t-elle lancé. Tu as, presque 80 ans, Madeleine. Quand tu seras malade, quand tu ne pourras plus marcher, qui viendra t'aider? Qui t'emmènera chez le médecin, qui fera les courses? Tu crois vraiment que tu pourras tout faire, toute seule? Chaque mot était une petite flèche plantée sur la même cible. Là, peur de vieillir seule. Je l'ai regardée calmement. Tu sais, Isabelle, et je répondis, j'ai vécu très longtemps sans vous. Avant que tu entres dans cette famille. Avant que Thomas ne prenne son indépendance. Je savais déjà faire les courses, prendre le bus, aller chez le médecin. J'ai enterré mon mari. J'ai tenu la maison toute seule. J'ai traversé des hivers et des opérations. Sans que personne ne vienne me tenir la main. Je me suis légèrement penchée vers elle. Si un jour j'ai besoin d'aide, je la demanderai à ceux qui me respectent. Pas à ceux qui me tiennent en laisse avec des menaces de solitude. Son visage s'est fermé d'un coup. Elle a serré la mâchoire, s'est tournée vers la porte. Très bien, a-t-elle lâché entre ses dents. On verra bien, qui aura besoin de qui. Et elle est partie, claquant presque la porte derrière elle. Avec cette démarche raide de quelqu'un qui se dit encore, au fond, elle finira bien par céder. Je suis restée un moment dans l'entrée, à regarder le battant de la porte. Puis j'ai inspiré profondément. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était pas de la vengeance. C'était juste. Léger. Pour la première fois, sa grande arme, me faire peur avec ma vieillesse, ma maladie, ma solitude, venait de tomber, dans le vide. Elle avait essayé de me faire reculer. Et moi, pour une fois, je n'avais pas bougé. Je suis retournée dans la cuisine. J'ai fait chauffer de l'eau pour un thé, et je me suis surprise à sourire toute seule. La dernière grosse ficelle qu'il tirait sur moi venait, enfin, de se rompre. Quelques jours plus tard, Maître Dubois est venu chez moi. Il avait sous le bras une grande chemise cartonnée, bien fermée. Nous nous sommes installés à la table de la cuisine, là où je prends d'habitude mon café. Tout est prêt, Madeleine, a-t-il dit en ouvrant la chemise. Ici, votre Nouveau Testament. Et là, la structure de protection de votre patrimoine, ce qu'on a mis en place pour que personne ne puisse y toucher sans votre accord. Il m'a expliqué une dernière fois, calmement. De mon vivant, je reste la seule à décider de l'usage de mes économies. Après ma mort, la plus grande partie ira à Léa. Une partie sera versée à une association que j'ai choisie. Thomas et Hugo recevront la part minimale que la loi impose, mais pas plus. Quant à Isabelle, elle ne figure nulle part. Pas une ligne. Pas un euro. Il a glissé les documents vers moi, avec un stylo. Si cela correspond bien à ce que vous voulez, Madeleine, vous pouvez signer. J'ai pris le stylo. J'ai lu une dernière fois les grandes lignes. Puis j'ai apposé ma signature, page après page. Ma main ne tremblait pas. Je n'avais pas la gorge serrée. J'avais l'impression de poser enfin les choses à leur place. Quand j'ai fini, Maître Dubois a rassemblé les feuilles avec soin. Vous savez, a-t-il dit en rangeant la chemise. En 30 ans de métier, je vois souvent des gens qui se réveillent trop tard, qui n'osent jamais dire non, qui laissent leur entourage décider pour eux jusqu'au bout.
Il m'a regardé avec un léger sourire. Vous faites partie des rares qui ont le courage de se libérer de leur vivant. Vous ne coupez pas vos liens. Vous reprenez votre liberté. Et ça, croyez-moi, c'est très rare et très respectable. Je l'ai raccompagné jusqu'à la porte. Quand la porte s'est refermée, je suis resté un instant dans l'entrée, la main posée sur la chemise où il restait quelques copies pour moi. C'était bizarre à dire, mais je crois que je venais de signer ma propre délivrance. Le soir même, le téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, c'était Hugo. J'ai hésité une seconde, puis j'ai décroché. Allô? Mamie a fait sa voix, un peu cassée. Dis, c'est vrai? Tu as vraiment tout bloqué à la banque? Oui, Hugo, et je répondis calmement. C'est vrai. Il a soufflé bruyamment au bout du fil. Tu te rends compte que toutes mes cartes sont bloquées? Je ne peux plus rien payer. Le loyer de mon studio, la voiture. Je suis en galère totale à cause de ta décision. Je l'ai laissé vider son sac. Pendant des années, tu nous as aidés, a-t-il continué. Je comprends pas pourquoi tu fais ça maintenant. J'ai l'impression de payer pour les erreurs des autres. Hugo, et je dis doucement. Tu as quel âge, déjà? 24. À 24 ans, tu travailles, tu as ton appartement, ta voiture. Ce sont tes choix, donc tes dépenses. Ce ne sont plus les miennes. Silence au bout du fil. Mais j'ai toujours vécu comme ça, a-t-il murmuré. Quand il manquait quelque chose, papa appelait. Et au final, tu arrangeais tout. Justement, et je répondis. Tu t'es habitué à ce que je sois, le coussin de sécurité. On ne t'a jamais vraiment laissé affronter les conséquences. Je me suis adossé au dossier de ma chaise. Écoute-moi bien, Hugo. Je ne vais pas te donner d'argent. Je ne paierai plus ton loyer, ta voiture, tes factures. Je l'ai entendu inspirer, prêt à protester. Je l'ai coupé doucement. En revanche, j'ai parlé de toi à Maître Dubois. Il cherche quelqu'un pour l'aider au bureau, classer des dossiers, faire des photocopies, répondre au téléphone. Ce n'est pas payer des fortunes, mais c'est un vrai travail, honnête. Je lui ai donné ton numéro. Si tu veux t'en sortir, tu peux commencer par là. Il est resté silencieux un long moment. Tu ne m'aimes plus, alors? A-t-il fini par demander, d'une petite voix. Parce que je t'appelle surtout quand j'ai besoin? J'ai fermé les yeux un instant. Bien sûr que je t'aime, Hugo, et je dis. Je t'aime, depuis le jour où je t'ai pris dans mes bras à la maternité. Mais je ne veux plus que mon amour se mesure en euros. Je veux t'aimer comme une grand-mère, pas comme une banque de secours. Un souffle de l'autre côté. D'accord, a-t-il marmonné. Je vais réfléchir pour le travail. Esa de me debrouiller. Ça, et je répondis, c'est déjà un début. Ce soir-là, quelqu'un a frappé doucement à la porte de la cuisine. C'était Léa. Elle est entrée sans attendre, comme toujours, avec cette manière naturelle d'être chez elle. Mamie, tu es là? Ah, je vois, tu prépares encore quelque chose. Elle s'est arrêtée en me voyant assise à table. Un catalogue de voyage, ouvert devant moi, avec des photos de mer, de collines, de vieilles villes en pierre. Tu regardes quoi? A-t-elle demandé en s'asseyant en face de moi. Je lui ai montré la page. L'Italie, et je dis simplement. J'y pense depuis très longtemps. Ton grand-père rêvait de m'y emmener, tu sais. On a toujours repoussé, plus tard, à la retraite. Et puis la retraite est arrivée, mais sa santé n'a pas suivi. Alors on n'est jamais parti. Je me suis entendu ajouter. J'ai décidé que, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. J'ai envie de voir les collines de Toscane, Rome, peut-être Venise. Pas sur des photos. En vrai. Les yeux de Léa se sont illuminés. Mais c'est génial, mamie. Franchement, vous auriez dû le faire il y a 20 ans. Tu as tellement donné aux autres. C'est à toi de vivre maintenant. Elle a refermé doucement le catalogue, a posé sa main dessus.
Tu sais ce que je pense ? A-t-elle dit. Tu ne dois plus survivre avec les miettes de ton argent et de ton temps. Tu dois vivre joliment. Pas avec ce qu'il reste après tout le monde. Avec ce que tu choisis pour toi. J'ai souri. Et chez vous, comment ça se passe ? Et je demandai. Sans mes virements, je veux dire. Leah a soupir. Eh bien, maman a fini par vendre sa grosse voiture. Tu sais, celle indispensable pour recevoir les clients importants. Papa a pris un crédit pour rattraper les retards. Ils ont même décidé de vendre la maison aux rives de la Marne. Ils vont déménager dans un appartement plus petit. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Maman cherche une deuxième activité, des locations à gérer le soir et le week-end. Papa aussi parle de prendre des missions en plus. Ils disent que c'est dur, qu'ils n'auraient jamais imaginé. Mais tu sais quoi ? Pour la première fois, je les vois faire des efforts eux-mêmes, pas juste tendre la main vers toi. J'ai hoché la tête, sans triomphe. C'était inévitable, et je murmurai. Quand il n'y a plus de coussin où tomber. On apprend enfin à se tenir debout. Leah a Surrey dousement. Et toi, mamie, il est temps que tu arrêtes de les porter sur ton dos. Et que tu utilises enfin tes forces. Pour t'emmener toi-même où tu veux aller. Elle a rouvert le catalogue, a pointé une photo de colline couverte de vignes. Regarde, a-t-elle dit. On dirait que cette route t'attend depuis longtemps. Quelques jours plus tard, en fin d'après-midi, on a frappé à la porte d'entrée. Quand j'ai ouvert, c'était Hugo. Pas le Hugo sûr de lui que je vois sur les réseaux, mais un jeune homme fatigué, les épaules tombantes, les cernes sous les yeux. Son éternel sac à dos pendu d'un seul côté. Je peux entrer, mamie ? A-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Nous nous sommes assis dans le salon, lui sur le bord du canapé, moi dans mon fauteuil. Il n'a pas tourné autour du pot. J'ai des ennuis, a-t-il lâché. Graves. La banque m'appelle, j'ai du retard de paiement. Le loyer est en attente, la voiture est à la fourrière. Je ne gère pas. Il a levé les yeux vers moi. J'ai besoin d'argent, mamie. Je ne te demande pas un cadeau, je te rembourserai, promis. Mais là, si tu ne m'aides pas, je suis foutu. Je l'ai regardé longtemps, sans parler. Avant, j'aurais eu le réflexe d'ouvrir mon carnet de chèques. Cette fois-ci, je suis resté immobile. Hugo, et je dis doucement. Je t'aime beaucoup. Mais je ne te donnerai pas d'argent. Il a ouvert la bouche, prêt à protester. Tu es adulte, et je poursuivis. Tu travailles, tu as fait des choix, un certain type de logement, une voiture, un rythme de vie. Maintenant, il est temps d'assumer les conséquences de ces choix. Ce ne sont plus mes factures. Ce sont les tiennes. Il a baissé la tête. Mais je ne sais pas par où commencer. A-t-il murmuré. J'ai l'impression d'étouffer. Tu te souviens de ce que je t'ai dit au téléphone ? Et je demandai. Maître Dubois cherche quelqu'un pour l'aider au cabinet. Je lui ai confirmé que tu étais intéressé. Il peut t'offrir une vraie place, un petit salaire au début, mais propre, régulier. C'est par là que tu dois passer, pas par ma carte bancaire. Il a relevé les yeux. Donc, vraiment, tu ne peux rien faire ? Si, et je répondis. Je peux t'écouter, te conseiller, te soutenir moralement. Je peux être ta grand-mère. Mais je ne serai plus ta banque. Je me suis penché un peu vers lui. Je t'aime, Hugo. Mais je ne t'aimerai plus en euros. Je t'aimerai en temps, en parole, en présence. Et c'est à toi, maintenant, de te prouver que tu peux te tenir debout. Il est resté silencieux un long moment, puis a hoché la tête, les yeux brillants. D'accord, a-t-il soufflé. Je vais essayer. Pour de vrai, cette fois. Quand il est parti, la maison était de nouveau calme. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas ce vide étrange qui suit un virement bancaire. À la place, il y avait une certitude. Si Hugo réussissait, ce serait par ses propres forces. Pas sur mon dos. Un matin, mon téléphone a sonné encore une fois.
J'ai vu le nom de Thomas s'afficher. Cette fois-ci, j'ai répondu. Maman, a-t-il commencé, la voix tendue. On ne peut pas continuer comme ça. On veut faire un vrai point en famille, calmement. On va passer cet après-midi. Isabelle, moi, Hugo, Léa, et les parents d'Isabelle aussi. On arrive vers 14 heures. Très bien, et je dis simplement. Je t'attendrai. À 14 heures pile, 3 voitures se sont garées devant la maison. Par la fenêtre, j'ai vu descendre Isabelle, impeccable comme toujours. Thomas derrière elle, Hugo, Léa. Et tout un cortège, les parents d'Isabelle, sa sœur, son beau-frère. On aurait dit qu'ils venaient pour une réunion de copropriété, pas pour parler à leur mère. On a son. J'ai ouvert. Isabelle a pris la parole en premier, d'une voix claire. Bonjour, Madeleine. Nous sommes tous là pour discuter. Il faut qu'on se mette d'accord, comme une vraie famille. Je les ai regardés un par un, puis j'ai répondu posément. Non. Ici, c'est ma maison. Ce n'est pas une salle de réunion. J'ai désigné l'entrée de la main. Toi, Thomas, toi Isabelle, et vous deux, Hugo et Léa, vous pouvez entrer. Les autres, non. Ceci ne concerne que nous 4. Un flottement a traversé le petit groupe. Les parents d'Isabelle ont échangé un regard offusqué, sa sœur a levé les yeux au ciel. Isabelle a crispé les lèvres. Mais ce sont nos proches, a-t-elle protesté. Ils sont là pour nous soutenir, c'est important qu'ils. C'est important pour vous, et je coupais. Pas pour moi. On parle ici de mon argent, de ma vie, de mes limites. Je ne dois d'explication qu'à mon fils et à mes petits-enfants. Pas à tout votre entourage. Je me suis écartée. Si vous voulez entrer, c'est à 4. Sinon, on en reste là. Un silence lourd. Thomas a fini par hocher la tête. On y va, a-t-il dit à mi-voix. Ils sont entrés, les autres sont restés dehors, éparpillés sur le trottoir, comme un public privé de spectacle. Nous nous sommes assis dans le salon. Thomas sur le canapé, Isabelle à côté de lui, raide. Hugo un peu en retrait, Léa à ma droite. Pendant quelques secondes, personne n'a parlé. C'est Thomas qui a commencé. Maman, a-t-il dit, visiblement préparé. On ne comprend pas, pourquoi tu as tout fait si brutalement. Tu aurais pu nous parler, expliquer. Mais là, tu as coupé les virements, annulé la procuration, vu un avocat. Pourquoi, comme ça? Isabelle a saisi l'occasion. Une famille, Madeleine, ça se parle, a-t-elle renchéri. On ne coupe pas le robinet du jour au lendemain, comme si on réglait un abonnement. On se doit assistance, surtout à ton âge. On a tous des difficultés, tu le sais, le crédit, les études, la vie d'aujourd'hui. Une famille, ça doit s'entraider. Je les ai laissés dérouler leurs beaux principes, puis j'ai posé calmement mes mains sur mes genoux. Vous voulez savoir pourquoi, si brutalement? Et je répétais. Très bien. Je vais vous répondre. Je les ai regardés tous les deux. Ça fait 20 ans que je me tais, et je dis. 20 ans que, chaque fois qu'il y a un problème, c'est vers moi que vous vous tournez. Un crédit en retard? Madeline. Une voiture à changer? Madeline. Une école trop chère? Madeline. Un club à payer? Une cuisine à refaire? Un voyage à financer? Madeline. Thomas a baissé les yeux. Je n'ai jamais rien dit, et je continuais. Je me suis dit, c'est mon fils, ce sont mes petits-enfants, c'est normal que je les aide. Et puis est arrivé ce message. Tu n'es pas invité. Isabelle ne veut pas que tu viennes. Pour un dîner, dans une maison que j'ai aidé à payer. Je me suis redressée. Ce jour-là, et je dis doucement. Ce n'est pas moi qui étais brutale. C'est vous. Vous m'avez montré, noir sur blanc, que malgré tout ce que je faisais, je n'avais plus de place chez vous. Alors j'ai simplement dit assez. Je me suis tournée vers Thomas. J'ai le droit, moi aussi, après 20 ans de silence, de dire stop.
de décider que je ne veux plus être seulement le porte-monnaie de cette famille. Je n'avais pas crié. Je n'avais pas pleuré. Et pour la première fois, je voyais dans les yeux de mon fils qu'il comprenait au moins une chose. Ce n'était pas une crise de caprice. C'était la fin d'une longue patience. Isabelle n'a pas tardé à exploser. Tu te rends compte de ce que tu fais? A-t-elle crié. À cause de ton caprice, on est en train de tout perdre. La maison, les études d'Hugo, notre équilibre. Tu détruis notre vie pour une simple obligation de dîner que tu as mal prise. Elle avait les mains levées, la voix qui montait trop fort dans mon salon. On a un crédit sur le dos, des frais partout, a-t-elle continué. Tout tenait parce que tu nous aidais. Et là, du jour au lendemain, tu coupes tout parce que tu es vexé. Tu te rends compte? On risque de perdre la maison. Hugo peut se retrouver à arrêter ses études. Tout ça à cause de ton ressentiment. Je l'ai laissé parler, vider sa colère. Puis j'ai pris la parole, toujours assise dans mon fauteuil. Non, Isabelle, et je dis calmement. Ce n'est pas de la vexation. Ce n'est pas une crise de vieille. Ce sont des limites. Je les regardais bien en face. Pendant des années, je vous ai aidé, sans rien dire. Par amour, oui. Mais vous avez commencé à confondre mon amour avec un droit automatique à mon argent. Vous avez pensé que je serais toujours là pour boucher les trous, quoi qu'il arrive. Même quand on m'écrit, tu n'es pas invité. Je me suis légèrement penchée vers elle. Aujourd'hui, je ne cesse pas d'aimer. Je cesse juste de payer pour un amour qui n'est pas là en retour. Je cesse d'acheter vos sourires, vos visites, vos invitations. Je garde ce qui me reste de temps et d'argent pour vivre ma vie, pas la vôtre. Un silence a suivi. On entendait presque les voitures passer au loin. C'est Hugo qui l'a brisé. Maman, a-t-il dit d'une voix hésitante. Elle n'a pas complètement tort. Isabelle s'est tournée vers lui, outrée. Pardon. Hugo a pris une inspiration. J'ai pris la stage chez Maître Dubois, a-t-il dit, en regardant ses mains. Je commence la semaine prochaine. Ce n'est pas payer des 1000 et des cents, mais je veux essayer de gagner par moi-même, cette fois. Sans compter sur la carte de mamie. Isabelle l'a fixé comme si elle ne le reconnaissait plus. Toi aussi, tu la lâches? A-t-elle lâché, blessée? Non, a répondu Hugo. Je grendas. C'est différent. Je sentais mon cœur battre plus vite, mais pas de peur. De quelque chose qui ressemblait à de la fierté. À ma droite, Léa s'est approchée. Elle a posé sa main sur mon épaule, puis m'a pris dans ses bras. Elle a murmuré tout bas, assez près pour que je sois la seule à l'entendre. Je suis avec toi, mamie. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent. Je serai toujours de ton côté. J'ai posé ma main sur la sienne. À cet instant, j'ai compris une chose très simple. Même si je perdais une certaine image de famille idéale, je ne perdais pas tout le monde. Ceux qui comptaient vraiment étaient en train de se tenir à mes côtés, pas en face de moi. Je me suis raclé doucement la gorge. Écoutez-moi bien, et je dis. Je ne vous mets pas à la porte de ma vie. Je vous dis simplement où s'arrêtent mes limites. Je me suis tournée vers Thomas. Tu peux venir me voir, Thomas, sans chèque, sans dossier sous le bras. Tu peux m'appeler pour parler, pour prendre un café. Mais je ne reviendrai pas dans une maison où l'on écrit à ma place « Tu n'es pas invité ». Je ne retournerai plus là où on ne me respecte pas. Je me suis tournée vers Isabelle. Ce n'est pas une guerre. Je ne cherche pas à vous détruire. Je vous laisse juste avec vos responsabilités. La différence, c'est que je ne porterai plus tout ça sur mon dos. Un silence lourd est tombé. Isabelle s'est levée d'un coup, la chaise a raclé le parquet. Très bien, a-t-elle lancé, les yeux brillants de colère. Si c'est comme ça, Viens Thomas. On s'en va. on verra bien qui, un jour, viendra supplier l'autre.
Elle a attrapé le bras de mon fils. Il s'est levé, a évité mon regard. Comme un petit garçon pris entre deux adultes. Hugo a suivi, tête basse. Léa est restée une seconde de plus. M'a serré une dernière fois, puis les a rejoints dans l'entrée. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, des pas dans l'allée. Puis la porte s'est refermée. Pas un claquement, juste un clic net. Le silence est revenu dans la maison. Pas un silence de champ de bataille après la guerre. Un silence léger. Je suis resté un moment debout dans le salon, les mains posées sur le dossier de ma chaise. Je n'avais pas gagné. Je n'avais pas perdu non plus. J'avais simplement repris ce qui aurait toujours dû m'appartenir. Le droit de dire non. Et de ne plus m'asseoir là, où je ne suis pas la bienvenue. 6 mois ont passé. Le soleil de Toscane me chauffe doucement les épaules. Je suis assise sur la terrasse d'un petit restaurant, quelque part entre des collines couvertes de vignes. Devant moi, une assiette de pâte fumante, un verre de vin blanc bien frais, un panier de pain encore tiède. En face de moi, il y a Monique, mon amie de toujours. Elle note quelque chose dans un carnet, elle écrit chaque jour ce qu'on a vu, mangé, ressenti. Moi, je ne fais rien. Je regarde les rangées de vignes, les cyprès au loin, le ciel bleu. J'écoute le bruit des couverts, des voix italiennes autour. Et je me dis, à 77 ans, je suis enfin en train de vivre la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir. Pas pour un mari, pas pour un enfant, pas pour rendre service. Juste, pour moi. Pendant que je respire cet air chaud, là-bas, en France, les choses ont continué à bouger. Thomas et Isabelle ont dû apprendre à faire sans mon argent. Ils ont vendu la grande maison, pris un logement plus petit. Ils travaillent tous les deux, plus qu'avant. On me dit que ce n'est pas facile, mais qu'ils y arrivent. Pour la première fois, ils avancent, avec leurs propres jambes. Hugo travaille maintenant chez Maître Dubois. Il classe des dossiers, apporte des documents, apprend le métier. De temps en temps, il m'appelle. Pas pour me dire « Mamie, tu peux me faire un virement ». Juste pour me dire « Comment tu vas ?» Et ça, pour moi, ça vaut plus cher que n'importe quelle somme. Quant à Léa, elle reste mon pilier. C'est elle qui m'a poussé à ne plus repousser ce voyage. Elle a cherché les billets, comparé les hôtels, m'a offert un nouveau sac de voyage en disant « Mamie, maintenant tu ne fais plus que survivre. Tu vis. Et tu dois le faire joliment. » On s'écrit presque tous les jours. Je lui envoie des photos de ruelles, de fontaines, de plats trop copieux. Elle m'envoie des nouvelles, des sourires. Je ne suis pas riche au sens où certains l'entendent. Mais je suis libre. Libre d'être autre chose qu'un portefeuille sur pattes. Et toi qui m'écoutes jusqu'ici, peut-être que tu te reconnais un peu dans mon histoire. Que tu as donné, 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 en te disant que c'était ça, aimer. Que tu as payé la paix, payé l'attention, payé une place à table. Peut-être que, comme moi, tu as peur de dire « stop ». Par peur d'être seul, par peur d'être mal vu, par peur d'être traité d'égoïste. Laisse-moi te dire une chose, de ma terrasse en Italie. Dire assez, ce n'est pas cesser d'aimer. C'est cesser de se laisser user. Tu as le droit de ne plus être le banquier de tout le monde. Tu as le droit de poser des limites, même à tes enfants, à tes proches. Tu as le droit de garder un peu de ton temps, de ton argent, de ton énergie. Pour toi. Ce n'est jamais trop tard pour changer ça. Tant que tu peux encore te lever, parler, décider. Il n'est pas trop tard. Si mon histoire t'a touché, dis-le-moi en commentaire. Quel âge tu as? Et de quel pays ou de quelle ville tu regardes ou écoutes cette histoire? Ça me fait vraiment quelque chose de savoir. Qui est de l'autre côté de l'écran? N'oublie pas de mettre un like si cette histoire te parle. Et de t'abonner à cette chaîne. Pour ne pas rater les prochaines histoires vraies. De femmes et d'hommes qui, un jour, ont enfin décidé de choisir leur propre vie.